Le jour se levait à peine sur 7, mais Soraya n'avait presque pas dormi. Dans l'appartement encore silencieux, elle observait Gabriel se préparer, guettant le moindre signe d'humeur, le moindre indice qui lui permettrait de choisir le bon moment. Depuis plusieurs semaines, l'idée lui trottait dans la tête avec une insistance qu'elle ne parvenait plus à contenir. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à dire allait bouleverser un équilibre déjà fragile, mais elle n'imaginait plus continuer à faire semblant. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix se voulait douce, presque prudente, comme si chaque mot risquait de faire exploser quelque chose d'invisible entre eux. Gabriel crut d'abord à une plaisanterie. Un sourire nerveux traversa son visage, vite effacé lorsqu'il comprit que Soraya était parfaitement sérieuse. L'atmosphère changea brutalement. Il se raidit, les épaules tendues, le regard fuyant. Pour lui, cette proposition sonnait comme un aveu d'échec, une confirmation qu'il redoutait sans jamais l'avoir formulée. Dans son esprit, l'adoption devenait la preuve que Soraya doutait de lui, de sa capacité à être père, de sa place d'homme. Plus elle tentait d'expliquer, plus il se braquait, enfermé dans une blessure d'ego qu'il refusait de reconnaître. Soraya sentit la colère monter, mêlée à une immense fatigue. Elle n'avait jamais remis en cause Gabriel, seulement exprimé un désir commun, un projet de vie. Mais face à elle, il n'entendait plus rien. Chaque phrase semblait renforcer son sentiment d'humiliation. Le dialogue se transforma en affrontement silencieux, lourd de reproches non dits. Lorsqu'il quitta la pièce, Soraya resta seule, consciente que quelque chose venait de se fissurer profondément entre eux, et que cette discussion n'était que le début d'un malaise bien plus vaste. Pendant ce temps, au Spoon, Bar arpentait la salle encore vide. La veille au soir, il avait tourné en rond jusqu'à l'aube, incapable de trouver le sommeil. La signature du contrat approchait, et avec elle la peur sourde de se faire piéger. Il connaissait Philippine et Charles depuis suffisamment longtemps pour se méfier de leurs sourires trop lisses et de leurs promesses trop bien emballées. Une partie de lui envisageait déjà l'impensable, vendre, tout arrêter, repartir de zéro ailleurs. Mais chaque fois que cette idée surgissait, elle se heurtait à une réalité brutale. Le Spoon n'était pas qu'un bar, c'était son refuge, son histoire, la dernière chose qu'il avait construite de ses propres mains. Erika, attentive, tenta de le rassurer. Elle voyait bien son stress, ses gestes nerveux, son regard inquiet qui balayait la salle comme s'il craignait de voir surgir une mauvaise nouvelle à chaque instant. Pour elle, abandonner le Spoon serait une erreur, mais elle sentait aussi que Bar était déjà acculé, coincé dans un jeu qui le dépassait. Lui-même redoutait d'être naïf, de ne pas voir venir le coup fatal. La perspective de s'associer à des personnes en qui il n'avait aucune confiance le mettait dans un état de tension presque permanent. À l'autre bout de la ville, William continuait, presque mécaniquement, ses vidéos de prévention sur les réseaux sociaux. Il parlait de santé, de vaccins, tentant de donner du sens à l'agitation médiatique récente. Aurore l'écoutait distraitement, partagée entre l'agacement et une certaine tendresse. Elle avoua que l'idée d'avoir un petit-fils lui plaisait, même si elle savait que Sophia avait besoin d'espace. Lorsqu'elle s'absenta quelques minutes pour aller chercher un café, William n'y résista pas. Il attrapa son téléphone et appela Sophia, incapable de se retenir, comme si ce lien fragile avec sa fille était devenu vital. Dans les Cévennes, l'atmosphère demeurait pesante. Raphaël et Chloé reparlaient du cri entendu la veille, tentant de rationaliser leur peur. Peut-être un randonneur égaré, surpris par l'orage. Basile arriva avec du café, affichant un calme qui contrastait avec leur nervosité. Lorsqu'il évoqua son cousin Abdel, récemment sorti de prison et en difficulté avec l'alcool, Chloé sentit un malaise s'installer. L'histoire sonnait faux, ou du moins incomplète. La coupure de la ligne fixe, attribuée à l'orage, renforçait leur sentiment d'isolement. Impossible de joindre Alex ou Martin. Elles étaient seules, coupées du monde, avec un homme qu'elles connaissaient à peine. Plus tard, Judith confia ses doutes à Chloé, Raphaël et Maude. Elle ne sentait pas Basile. Quelque chose dans son attitude la mettait mal à l'aise. Chloé, de son côté, s'inquiétait pour le cousin alcoolique dont parlait Basile. Elle savait à quel point un sevrage entrepris seul pouvait être dangereux, et cette histoire ajoutait une couche supplémentaire d'inquiétude à une situation déjà tendue. Au commissariat, Erika se décida enfin à parler à Sarah. Les messages de son admirateur secret devenaient trop précis, trop insistants pour être ignorés. Sarah eut immédiatement l'impression que ces SMS faisaient référence à un passé enfoui, quelque chose que seul quelqu'un de proche pouvait connaître. Elle confia l'affaire à Damien, qui se plongea aussitôt dans l'analyse technique, déterminé à comprendre qui se cachait derrière cet anonymat inquiétant. Pendant ce temps, au Spoon, l'heure de la signature approchait inexorablement. Lou accueillit Philippine, Charles et Bar avec un professionnalisme tendu. L'ambiance était lourde, presque étouffante. Bar tenta de rester concentré, répétant intérieurement qu'il devait garder le contrôle.
Mais lorsque Victor fit irruption, sa présence imposante bouleversa immédiatement l'équilibre de la pièce. Il posa ses conditions avec un calme glaçant, exigeant que les parts qui lui étaient promises soient clairement inscrites dans le contrat. Pour Barr, ce fut une douche froide. Jamais il n'avait imaginé que Victor serait de la partie. La trahison lui sauta au visage avec une violence inattendue. Il comprit qu'il s'était fait avoir depuis le début, que tout avait été orchestré pour l'amener à cette impasse. Sa colère éclata, brutale, incontrôlable. Face à Philippine, il laissa exploser son amertume, refusant de s'associer à Victor, qu'il considérait comme un poison. Mais Philippine ne flancha pas. Son ultimatum tomba, froid et implacable. Soit Barr signait immédiatement, soit l'offre disparaissait, entraînant avec elle la perte d'emploi de tous ses salariés. À cet instant précis, Barr sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il pensa à ses employés, à leur confiance, à leur avenir suspendu à sa décision. La rage se mêla à un sentiment d'impuissance absolue. Il signa. Le geste fut rapide, presque mécanique, mais il eut l'impression de se condamner lui-même. En relevant la tête, il savait que rien ne serait plus jamais pareil, qu'il venait d'ouvrir la porte à un enfer dont il mesurait à peine l'ampleur. La signature à peine apposée sur le contrat, un silence pesant s'installa dans la salle du Spoon. Barr resta immobile quelques secondes, le stylo encore entre les doigts, comme s'il avait besoin de vérifier que tout cela était bien réel. Victor, lui, affichait une satisfaction à peine voilée. Rien de triomphal, seulement cette assurance froide de celui qui sait qu'il a gagné sans avoir eu besoin de hausser le ton. Philippine, quant à elle, rangeait les documents avec une précision méthodique, déjà tournée vers l'après, comme si ce moment n'avait été qu'une formalité. Barr se leva sans un mot. Il ressentait un mélange de honte et de colère qui lui nouait l'estomac. Il venait de sauver le Spoon, du moins en apparence, mais à quel prix? Dans son esprit, une certitude s'imposait déjà. Victor n'était pas là pour aider, encore moins pour partager. Il était là pour contrôler, étouffer, imposer sa loi. Barr avait l'impression d'avoir ouvert la porte de sa maison à un ennemi qui connaissait déjà toutes les failles. Victor se permit alors une remarque, presque amicale, sur l'avenir du bar, sur les opportunités que cette association pourrait offrir. Barr ne répondit pas. Chaque mot de Victor sonnait comme une provocation supplémentaire. Il savait qu'il devrait désormais composer avec lui, supporter sa présence, ses décisions, son regard pesant sur chaque choix. En quittant la salle, Barr sentit un poids immense s'abattre sur ses épaules, comme si le Spoon, autrefois refuge, devenait soudain une prison dorée. Au commissariat, l'ambiance était tout aussi lourde, mais pour des raisons bien différentes. Damien, concentré devant son écran, analysait les données récupérées à partir des messages reçus par Erika. Plus il avançait, plus le tableau devenait inquiétant. L'utilisation d'un VPN compliquait la localisation, mais une anomalie attira son attention. Une faille, survenue précisément dans la nuit précédente, au moment de l'orage. Tout avait brièvement cessé de fonctionner, laissant derrière soi une trace fugace mais exploitable. Lorsqu'il partagea ses conclusions avec Sarah, son ton était grave. Le harceleur n'était pas aussi invisible qu'il le pensait. Malgré les précautions prises, il avait commis une erreur. Les données pointaient vers une zone bien précise, les Cévennes, aux alentours d'Alès. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était plus une simple affaire de messages dérangeants. Quelqu'un observait Erika, la connaissait suffisamment pour jouer avec ses peurs, et se trouvait désormais dans une zone isolée, rendue encore plus imprévisible par les conditions météo. Sarah remercia Damien avec une sincérité touchante, consciente de l'importance de ce qu'il venait de découvrir. Elle tenta d'alléger l'atmosphère en lui offrant un cookie, mais son esprit était déjà ailleurs. Elle pensait à Erika, à sa vulnérabilité, et à la nécessité d'agir vite avant que la situation ne dégénère. Chaque détail comptait désormais, et le temps jouait contre eux. De son côté, Erika peinait à retrouver un semblant de calme. Savoir que son admirateur secret pouvait être localisé la rassurait à peine. Au contraire, l'idée qu'il se trouve dans une région reculée, loin des regards, renforçait son malaise. Elle repensait à certains messages, à ces phrases ambiguës qui semblaient faire écho à des souvenirs qu'elle préférait oublier. Plus elle y pensait, plus elle avait l'impression d'être suivie par une ombre qu'elle ne parvenait pas à identifier. Pendant ce temps, Soraya et Gabriel continuaient d'évoluer dans un climat de tension silencieuse. Après leur échange du matin, aucun des deux n'avait trouvé les mots pour apaiser la situation. Gabriel s'enfermait dans une distance froide, persuadé que Soraya avait remis en cause sa valeur la plus intime. Il ressassait ses doutes, ses peurs, transformant chaque silence en accusation muette. Soraya, elle, oscillait entre colère et tristesse. Elle se demandait comment un projet pensé comme une preuve d'amour avait pu se transformer en fracture aussi brutale.
Elle tenta une nouvelle approche, cherchant à lui expliquer que l'adoption n'était pas un renoncement, mais une ouverture. Gabriel, incapable d'entendre cette nuance, réagit avec une agressivité contenue. Pour lui, accepter cette idée revenait à admettre un manque, une faiblesse qu'il refusait de porter. Le fossé entre eux semblait se creuser à chaque tentative de dialogue, laissant présager une crise bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. Dans les Cévennes, l'orage continuait de gronder, comme un rappel constant de la fragilité de la situation. La nuit tombait lentement, enveloppant la maison où se trouvaient Chloé et Raphaël d'une obscurité presque oppressante. L'électricité vacillait par moments, et chaque bruit prenait une ampleur démesurée. Chloé repensait aux paroles de Judith, à son intuition concernant Basile. Elle se demandait si elle n'aurait pas dû écouter davantage ce malaise diffus qui ne la quittait plus. Basile, de son côté, se montrait d'un calme presque excessif. Il parlait peu, évitait les regards trop appuyés, comme s'il cherchait à se fondre dans le décor. Raphaël observait ses gestes, attentive aux moindres détails. Quelque chose clochait, sans qu'elle puisse mettre le doigt dessus. L'histoire du cousin Abdel, la ligne coupée, les explications trop lisses. Tout cela formait un ensemble incohérent qui nourrissait leur inquiétude. Alors que la pluie redoublait d'intensité, Chloé sentit une fatigue inhabituelle l'envahir. Elle tenta de se reposer quelques instants, mais son esprit refusait de lâcher prise. Les événements de la journée se mêlaient dans sa tête, la signature de Barr, l'ombre de Victor, les messages d'Erika, et maintenant cette sensation diffuse de danger. Elle ignorait encore à quel point la nuit à venir allait bouleverser leur perception de la réalité. La nuit tomba définitivement sur Sète, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Au Spoon, les lumières restaient allumées plus longtemps que d'habitude. Barr faisait semblant de ranger, de vérifier des stocks qui n'avaient pas besoin de l'être, uniquement pour retarder le moment où il se retrouverait seul avec ses pensées. Chaque recoin du bar lui rappelait ce qu'il venait de perdre sans vraiment le perdre, son indépendance. Derrière le comptoir, il repensait au regard de Victor, à cette façon qu'il avait de s'approprier les lieux sans même y être physiquement présent. Le Spoon n'était plus un refuge, c'était devenu un terrain de jeu pour des gens bien plus puissants que lui. Il imagina déjà les réunions à venir, les décisions imposées, les compromis forcés. La colère revenait par vagues, suivie d'une fatigue écrasante. Il se sentait pris au piège, coincé entre la responsabilité qu'il avait envers ses employés et la sensation d'avoir été sacrifié sur l'autel des affaires. En signant, il avait protégé les autres, mais il s'était lui-même condamné à vivre sous la menace constante de Victor et des Julliard. Cette idée le rongeait, lentement, comme un poison diffus. Au commissariat, Sarah n'avait pas quitté son bureau. Les informations fournies par Damien tournaient en boucle dans sa tête. Localiser le harceleur d'Erika dans les Cévennes n'était qu'une première étape, mais le terrain, isolé et rendu dangereux par les intempéries, compliquait tout. Elle savait que chaque heure comptait. Plus elle y pensait, plus elle avait le sentiment que cet individu cherchait à attirer l'attention, à provoquer une réaction. Les messages n'étaient pas seulement inquiétants, ils semblaient calculés, presque méthodiques. Damien, lui aussi, restait préoccupé. Il revérifiait ses données, craignant d'avoir manqué un détail essentiel. Cette faille VPN n'était peut-être pas un simple accident. Quelqu'un avait pu croire être totalement invisible, puis paniquer lorsque la technologie l'avait trahi. Cette erreur révélait une nervosité nouvelle, une impatience qui pouvait rendre la situation encore plus dangereuse. Sarah le sentait, plus l'étau se resserrait, plus le risque d'un passage à l'acte augmentait. Chez elle, Erika tentait de se convaincre qu'elle était en sécurité. Elle verrouilla la porte, tira les rideaux, mais chaque bruit extérieur la faisait sursauter. Son téléphone, posé sur la table, semblait la narguer. Elle hésitait à le regarder, redoutant l'arrivée d'un nouveau message. Dans sa tête, des souvenirs confus refaisaient surface, des fragments de passé qu'elle avait soigneusement enfouis. Elle se demandait ce que cet homme savait réellement d'elle, et surtout comment il avait pu y accéder. La peur n'était plus abstraite, elle était devenue intime. À l'autre bout de la ville, Soraya errait dans l'appartement silencieux. Gabriel n'était pas rentré, ou peut-être s'était-il enfermé dans une autre pièce. Elle n'en savait rien, et cette incertitude la faisait souffrir davantage que leurs disputes ouvertes. Elle se repassait leur conversation du matin, cherchant le moment précis où tout avait basculé. Avait-elle été trop directe? Avait-elle sous-estimé la blessure que cela provoquerait chez lui? Plus elle analysait, plus elle réalisait que le problème dépassait largement la question de l'adoption. Gabriel, de son côté, tournait en rond, incapable de trouver le sommeil. L'idée de ne pas être à la hauteur le hantait. Il se sentait jugé, même si Soraya n'avait jamais prononcé un mot allant dans ce sens. Son orgueil blessé prenait toute la place, l'empêchant de voir l'amour et l'inquiétude sincère qui motivaient la démarche de Soraya.
Ce silence entre eux devenait une arme à double tranchant, alimentant la rancœur au lieu de l'apaiser. Dans les Cévennes, la pluie battait contre les vitres avec une violence accrue. La maison semblait isolée du reste du monde, comme coupée de toute réalité rassurante. Raphaël tentait de rester rationnel, mais la fatigue et l'angoisse rendaient chaque pensée plus lourde. Chloé, allongée sans parvenir à dormir, fixait le plafond, attentive au moindre bruit. Le calme apparent de Basile l'inquiétait de plus en plus. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette façon qu'il avait de minimiser leur peur, de toujours fournir une explication prête à l'emploi. À un moment, la lumière clignota avant de se stabiliser. Chloé se redressa, le cœur battant. Elle sentit un frisson la parcourir, une intuition brutale, presque animale, lui soufflant que cette nuit ne serait pas comme les autres. Elle pensa à Alex, à Martin, à tous ceux qu'elle ne pouvait pas joindre. L'impuissance la submergea. Être là, sans moyen de communication, à la merci des événements, réveillait en elle une peur profonde, celle de ne plus pouvoir protéger les siens. Basile passa brièvement dans le couloir, son pas feutré à peine audible. Raphaël l'observa disparaître, notant la tension dans sa posture. Rien de concret, rien de réellement accusateur, mais suffisamment pour maintenir cette inquiétude sourde qui refusait de s'éteindre. La maison semblait retenir son souffle, comme suspendue avant un basculement inévitable. De retour à 7, Victor savourait déjà sa victoire. Dans son esprit, le spoon n'était qu'une pièce de plus sur l'échiquier. Il pensait à Barr, à cette colère impuissante qu'il avait lue dans ses yeux, et cela l'amusait presque. Il savait que la domination la plus efficace était celle qui s'exerçait sans bruit, sans menace directe. Barr finirait par comprendre qu'il n'avait plus vraiment le choix, et Victor comptait bien exploiter chaque faiblesse, chaque hésitation. Alors que la nuit avançait, tous semblaient liés par un même fil invisible, une tension diffuse qui parcourait la ville et ses alentours. Chacun, à sa manière, sentait que quelque chose était en train de se préparer, que les événements allaient bientôt échapper à tout contrôle. Et dans l'obscurité des Cévennes, sous le fracas de l'orage, un mouvement imperceptible annonçait déjà l'horreur à venir. Le tonnerre éclata avec une violence soudaine, faisant vibrer les murs de la maison perdue au cœur des Cévennes. Chloé se redressa d'un coup, le souffle court, comme si ce fracas venait de l'arracher à un sommeil qu'elle n'avait jamais vraiment trouvé. L'air semblait plus froid, plus dense. Elle se leva lentement, enveloppant ses bras autour de son corps, tentant de chasser ce frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Tout était silencieux à l'intérieur, un silence trop parfait pour être rassurant. Elle avança dans le couloir, attentive au moindre craquement. Chaque pas résonnait démesurément dans sa tête. Elle passa devant la porte de Raphaël, entr'ouverte, apercevant sa silhouette endormie. Une partie d'elle hésita à la réveiller, à rompre ce calme trompeur. Mais quelque chose la poussait à continuer, une intuition sourde qui lui murmurait que rester immobile serait pire que d'agir. Arrivée près de la fenêtre du salon, Chloé s'arrêta net. Dehors, la pluie tombait toujours avec la même intensité, transformant le paysage en une masse sombre et indistincte. Elle plissa les yeux, cherchant à percer l'obscurité. Puis elle le vit. Une silhouette se détachait à peine du décor, avançant lentement dans la cour. Son cœur se mit à battre à tout rompre lorsqu'elle distingua une forme allongée, lourde, qu'on traînait derrière soi. Chloé retint un cri. Basile. Il n'y avait aucun doute possible. Elle reconnut sa démarche, cette façon de se pencher légèrement en avant sous l'effort. Ce qu'il tirait n'était pas un sac ordinaire. C'était une housse, sombre, volumineuse, et la manière dont elle se déformait sous la traction ne laissait aucune place à l'imagination. Le temps sembla se figer. Chaque seconde s'étirait dans une lenteur insoutenable. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au rebord de la fenêtre. Elle tenta de rationaliser, de se convaincre qu'il existait une explication logique, banale, mais son esprit refusait d'obéir. L'image était trop claire, trop violente. Basile s'arrêta un instant, comme pour reprendre son souffle, puis reprit sa progression, disparaissant partiellement dans l'ombre projetée par les arbres. Chloé recula brusquement, le dos plaqué contre le mur. Un froid glacial envahit sa poitrine. Elle comprit à cet instant précis que leur crainte n'était pas exagérée, que ce malaise diffus qui les accompagnait depuis leur arrivée venait de prendre une forme terrifiante. Elle pensa à Raphaël, à Maud, à Judith, à tous ceux qui se trouvaient là, vulnérables, coupés du monde. La peur se transforma en urgence absolue. Elle se précipita vers la chambre de Raphaël, refermant la porte derrière elle d'un geste sec. Sa voix tremblait lorsqu'elle tenta d'expliquer ce qu'elle venait de voir. Les mots semblaient se bousculer, maladroits, mais l'essentiel passait, Basile, la nuit, la housse, le corps. Raphaël pâlit instantanément. Elle n'avait pas besoin de détails supplémentaires pour comprendre la gravité de la situation.
Elles restèrent quelques secondes immobiles, à écouter. Le bruit de la pluie masquait tout autre son, rendant impossible de savoir où se trouvait Basile à présent. Raphaël sentit la colère monter, mêlée à une peur qu'elle peinait à contenir. Elle repensa à chaque détail de la journée, à chaque phrase de Basile, à ses explications trop lisses, à ce cousin sorti de prison. Tout prenait désormais un sens nouveau, sinistre. Dans le même temps, à 7, Bar rentrait chez lui, vidé. Il se laissa tomber sur le canapé, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que fixer le vide. La signature du contrat tournait en boucle dans sa tête. Il revoyait la scène, les regards, les mots échangés. Il comprenait maintenant que Victor ne se contenterait pas de part sur le papier. Il voudrait tout contrôler, jusqu'au moindre détail. Bar ressentait une rage sourde, mais aussi une peur plus profonde, celle de devenir prisonnier d'un système qu'il avait contribué à mettre en place. Victor, justement, savourait sa soirée. L'orage au loin ne faisait que renforcer son sentiment de puissance. Pour lui, le chaos était un terrain familier, presque confortable. Il savait que Bar allait souffrir, hésiter, se débattre. Et c'était précisément ce qu'il recherchait. La domination ne s'exerçait pas seulement par l'argent, mais par l'angoisse constante qu'il imposait aux autres. Au commissariat, Sarah relisait une nouvelle fois les messages d'Erika. Plus elle les analysait, plus elle percevait une escalade. Les phrases semblaient plus pressantes, plus personnelles. Damien l'avait prévenu, lorsqu'un harceleur sent que son anonymat est menacé, il peut devenir imprévisible. Cette pensée ne la quittait plus. Elle se demanda si Erika était vraiment en sécurité chez elle, si elle n'était pas déjà trop exposée. Dans l'appartement de Soraya, le silence était devenu insupportable. Gabriel finit par rentrer, mais aucun des deux ne trouva la force de parler. Ils se croisèrent sans se regarder, comme deux étrangers partageant le même espace. La proposition d'adoption, loin de s'éteindre, continuait de planer entre eux comme une accusation muette. Soraya sentit les larmes lui monter aux yeux, consciente que leur couple vacillait dangereusement. Dans la maison des Cévennes, Chloé et Raphaël restaient aux aguets, chaque bruit déclenchant une montée d'adrénaline. Elles savaient désormais que la nuit était loin d'être terminée. Ce qu'elles avaient vu ne pouvait être ignoré, et les conséquences de cette découverte s'annonçaient déjà lourdes, peut-être irréversibles. L'orage continuait de gronder, couvrant les battements affolés de leur cœur, tandis que l'ombre de Basile planait sur la maison, plus menaçante que jamais. Dans la maison battue par l'orage, Chloé et Raphaël restèrent longtemps immobiles, comme figés par ce qu'elles venaient de comprendre. Le silence, ponctué par les rafales de vent et le martèlement de la pluie, pesait plus lourd que n'importe quel cri. Chloé sentait son cœur cogner violemment dans sa poitrine, chaque battement lui rappelant à quel point elles étaient seules, vulnérables, et désormais conscientes d'un danger bien réel. Elle se força à respirer lentement, tentant de reprendre un minimum de contrôle sur une situation qui lui échappait totalement. Raphaël, plus pragmatique en apparence, essayait d'analyser froidement leurs options. La ligne fixe était toujours hors service, les téléphones portables inutilisables dans cette zone blanche, et l'orage rendait toute sortie hasardeuse. Elle pensa un instant à confronter Basile, mais l'image de cette housse, traînée dans la nuit, s'imposa à son esprit comme un avertissement. Rien ne garantissait qu'il n'était pas armé, ni qu'il n'était pas prêt à aller plus loin pour protéger son secret. Le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences dramatiques. Chloé se surprit à regretter de ne pas avoir réveillé Maud plus tôt, de ne pas l'avoir gardée près d'elle. L'idée qu'une adolescente puisse se trouver dans la même maison qu'un homme capable de traîner un corps en pleine nuit lui donnait la nausée. Elle jeta un coup d'œil à la porte, redoutant à chaque seconde d'entendre des pas s'approcher. Le moindre craquement devenait une menace potentielle, amplifiée par la peur et l'impuissance. Pendant ce temps, à 7, Sarah ne quittait pas son poste. Les informations transmises par Damien la hantaient. Localiser l'admirateur secret d'Erika dans les Cévennes créait un lien troublant avec la situation vécue par Chloé et Raphaël, même si, à cet instant, elle ignorait encore tout ce qui se jouait là-bas. Elle sentait néanmoins que quelque chose se préparait, que ces événements dispersés faisaient partie d'un même climat d'angoisse qui gagnait du terrain. Damien, toujours concentré, continuait de fouiller dans les données, espérant trouver un indice supplémentaire. Il savait que le temps jouait contre eux. Plus l'orage durait, plus les communications restaient coupées, et plus les risques augmentaient. Il partagea ses inquiétudes avec Sarah, évoquant la possibilité que le harceleur d'Erika cherche à provoquer une réaction, à attirer l'attention par un geste plus radical. Cette hypothèse glaça Sarah, qui pensa aussitôt à Erika, seule chez elle, vulnérable face à une menace encore floue. Erika, justement, tentait de se distraire pour ne pas céder à la panique. Elle alluma la télévision sans vraiment regarder, son esprit accaparé par les messages qu'elle avait reçus. Chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter.
Elle se demandait si le fait d'avoir parlé à la police n'allait pas aggraver la situation, pousser son admirateur secret à franchir une limite. L'angoisse devenait presque physique, oppressante, comme si l'air lui-même se faisait plus rare. Au Spoon, Barr repensait à ses employés. Il imaginait leur visage lorsqu'il apprendrait la nouvelle, la manière dont Victor s'immiscerait progressivement dans la gestion du bar. Il savait que cette association forcée ne tarderait pas à avoir des répercussions concrètes, des décisions imposées, des tensions quotidiennes. L'idée de devoir composer avec Victor le mettait dans un état de colère sourde, mais aussi de profonde lassitude. Il se sentait pris au piège d'un système qu'il avait dépassé dès le départ. Victor, de son côté, préparait déjà la suite. Dans son esprit, le Spoon n'était qu'un point de départ. Il voyait plus loin, toujours plus loin, convaincu que chaque faiblesse pouvait être exploitée. La résistance de Barr l'amusait presque, car il savait qu'elle finirait par s'éroder sous la pression. Pour Victor, la patience était une arme redoutable, et il n'avait aucune intention de lâcher prise. Chez Soraya et Gabriel, l'atmosphère restait glaciale. Aucun mot n'avait été échangé depuis leur confrontation, mais la tension était palpable. Soraya se sentait épuisée, tiraillée entre l'envie de se battre pour leur couple et la peur de s'acharner en vain. Gabriel, enfermé dans ses doutes, refusait de faire le premier pas. Il se sentait attaqué dans ce qu'il considérait comme son identité même, incapable de dépasser cette blessure pour entendre la détresse de Soraya. Dans la maison des Cévennes, Chloé et Raphaël prirent enfin une décision. Elles devaient rester ensemble, se soutenir, attendre le jour si nécessaire. La nuit semblait interminable, mais elles n'avaient pas d'autre choix. Chaque minute passée sans incident était une victoire fragile. Pourtant, au fond d'elles, une certitude s'imposait, ce qu'elles avaient vu ne pouvait pas rester sans conséquence. Le secret de Basile, quel qu'il soit, menaçait désormais de les engloutir toutes. L'orage continua de gronder, comme un écho à la tempête intérieure qui agitait chacun des protagonistes. Les destins semblaient converger vers un point de rupture imminent, et personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur des dégâts à venir. La nuit semblait ne jamais vouloir finir. Dans la maison des Cévennes, Chloé n'avait pas quitté la fenêtre depuis de longues minutes, comme si regarder l'extérieur pouvait lui donner un semblant de contrôle. La cour était désormais vide, balayée par la pluie, mais l'image de Basile traînant cette housse continuait de se projeter dans son esprit avec une précision cruelle. Elle savait que même si le danger immédiat semblait s'être éloigné, rien ne garantissait qu'il ne reviendrait pas. Cette incertitude était peut-être la pire des tortures. Raphaël, assise sur le lit, tentait de garder la tête froide. Elle repassait mentalement chaque détail observé depuis leur arrivée, chaque mot prononcé par Basile, chaque incohérence qu'elles avaient mise de côté par politesse ou par fatigue. Tout prenait désormais un relief inquiétant. Elle se reprochait de ne pas avoir écouté plus tôt son intuition, de ne pas avoir insisté pour repartir avant que l'orage ne les isole complètement. Mais les regrets ne servaient plus à rien. Il fallait tenir, rester lucide, prête à réagir au moindre signe. Chloé finit par s'éloigner de la fenêtre et s'adossa au mur. Ses jambes tremblaient légèrement, trahissant la tension accumulée. Elle pensa à ses enfants, à Alex, à cette vie qu'elle avait laissée à Seth, persuadée de revenir sans encombre. L'idée que tout puisse basculer à cause d'une mauvaise rencontre la mettait en rage. Elle refusait de se laisser envahir par la peur, même si celle-ci s'imposait à elle avec une force écrasante. Dans un autre quartier de la ville, Barr errait dans son appartement, incapable de trouver le repos. Le silence lui pesait autant que le bruit de l'orage lointain. Il se servit un verre sans vraiment y goûter, son esprit fixé sur le Spoon. Il imaginait déjà Victor débarquer, imposer des changements, remettre en cause tout ce qu'il avait construit. Plus il y pensait, plus il ressentait une colère amère contre lui-même. Il avait cru pouvoir négocier d'égal à égal, mais il venait de comprendre qu'il n'avait jamais eu la moindre chance. Cette prise de conscience était douloureuse. Barr n'était pas seulement en colère contre Victor ou Philippine, mais contre sa propre naïveté. Pourtant, au fond de lui, une détermination nouvelle commençait à poindre. Il avait peut-être vendu son âme pour sauver le Spoon, mais il n'avait pas encore renoncé à se battre. Cette idée, encore floue, lui donnait la force de ne pas sombrer totalement. Au commissariat, Sarah sentit la fatigue la gagner, mais elle refusait de quitter son poste. Les éléments de l'enquête sur les messages d'Erika s'imbriquaient lentement, dessinant le portrait d'un individu obsessionnel, méthodique, mais aussi de plus en plus pressé. Damien lui confirma ses craintes. La faille VPN révélait une activité inhabituelle dans la nuit, comme si le harceleur avait tenté quelque chose avant d'être interrompu par l'orage. Cette information renforça l'urgence de la situation. Sarah pensa à Erika, à son regard inquiet lorsqu'elle était venue déposer plainte. Elle se promit de la contacter dès que possible, de s'assurer qu'elle n'était pas seule.
Elle savait que la peur pouvait pousser à des erreurs, à des décisions précipitées. Dans ce genre d'affaires, le moindre faux pas pouvait coûter cher. Elle se sentait responsable, déterminée à ne pas laisser cette menace se concrétiser. Erika, justement, se sentait de plus en plus isolée. La nuit avançait, et avec elle cette sensation d'être observée. Elle se surprit à éteindre les lumières, à se déplacer discrètement dans son propre appartement, comme si quelqu'un pouvait la voir à travers les murs. Chaque bruit de l'immeuble prenait des proportions démesurées. Elle se demanda si elle devait appeler quelqu'un, mais la peur de déranger, ou pire, d'aggraver la situation, la paralysait. Chez Soraya et Gabriel, la tension avait atteint un point critique. Le silence n'était plus une simple absence de mots, mais un mur infranchissable. Soraya se sentait vidée, incapable de trouver une issue à ce conflit qui semblait toucher à l'essence même de leur couple. Elle se demandait si l'amour suffisait encore lorsque la fierté et la peur prenaient le dessus. Gabriel, de son côté, se renfermait toujours davantage, persuadé que reconnaître sa blessure reviendrait à admettre une faiblesse qu'il refusait d'assumer. Dans la maison des Cévennes, un bruit sourd résonna soudain à l'extérieur, à peine perceptible sous le fracas de la pluie. Chloé et Raphaël se figèrent, le souffle coupé. Elles échangèrent un regard lourd de sens, conscientes que la nuit n'avait pas encore livré tous ses secrets. Chloé sentit son cœur accélérer, prête à fuir ou à affronter ce qui viendrait, sans savoir lequel de ses choix serait le moins dangereux. Partout, les personnages semblaient suspendus à un fil invisible, tendu à l'extrême. L'orage, loin de s'apaiser, continuait de rythmer cette nuit interminable, annonçant une résolution imminente. Chacun, à sa manière, se préparait à l'inévitable, sans encore mesurer l'ampleur des conséquences qui s'annonçaient. L'aube mit du temps à percer à travers les nuages lourds qui écrasaient encore les Cévennes. La pluie s'était enfin calmée, laissant derrière elle une humidité froide, presque poisseuse, qui semblait s'infiltrer partout, jusque dans les pensées. Dans la maison, Chloé n'avait pas fermé l'œil. Elle resta longtemps assise, le regard perdu, à écouter ce silence nouveau, différent de celui de la nuit. Un silence qui ne rassurait pas, mais qui annonçait plutôt l'après, ce moment où il faudrait faire face à ce qu'elles avaient vu. Raphaël se leva à son tour, le visage marqué par la fatigue. Aucun mot ne fut échangé immédiatement. Elles savaient toutes les deux que parler trop vite risquait de briser l'équilibre fragile qu'elles avaient réussi à maintenir. Chaque pas dans la maison leur rappelait la présence de Basile, invisible mais omniprésente, comme une menace qui ne s'était pas totalement dissipée avec la fin de l'orage. Le jour se levait, mais la peur, elle, refusait de partir. Chloé repensa encore à cette housse, à la manière dont elle glissait sur le sol détrempé. L'image s'était imprimée en elle avec une violence qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que rien ne serait plus jamais comme avant, que cette nuit laisserait une trace indélébile. Même si aucune explication n'avait encore été donnée, même si aucun mot n'avait été prononcé, la certitude demeurait, elles avaient été témoins de quelque chose d'irréversible. À 7, Barr se réveilla avec la sensation d'avoir pris 10 ans en une seule nuit. Le contrat signé la veille pesait sur lui comme un fardeau concret, presque physique. Il se leva, passa machinalement par la cuisine, puis s'arrêta devant la fenêtre. L'Ospoon l'attendait, immobile, fidèle en apparence. Pourtant, Barr savait que tout avait changé. Victor n'était plus une menace abstraite, mais une réalité bien ancrée dans son quotidien. Chaque décision future serait désormais marquée par cette association imposée. Il se surprit à éprouver une forme de lucidité nouvelle. Il ne pouvait plus se permettre l'illusion. Il avait accepté l'enfer pour protéger ses employés, mais il n'avait pas renoncé à son identité. Cette pensée, encore fragile, s'imposa comme un point d'appui. Le combat serait long, éprouvant, mais Barr n'était pas prêt à se laisser écraser sans résister. Au commissariat, Sarah reçut les derniers éléments transmis par Damien. La nuit avait confirmé leurs craintes. L'activité du harceleur d'Erika avait cessé brutalement après l'orage, comme si quelque chose l'avait interrompu ou contraint à se faire discret. Cette absence soudaine n'était pas rassurante. Bien au contraire. Sarah savait que ce genre de silence pouvait annoncer un changement de stratégie, une préparation plus dangereuse encore. Elle pensa à Erika, qu'elle devait absolument revoir, rassurer, protéger. L'affaire n'était pas terminée, loin de là. Elle sentait que l'enquête venait à peine de franchir un seuil critique, et que les conséquences pourraient bientôt dépasser le cadre de simples messages anonymes. Le danger, désormais, avait un visage plus concret, même s'il restait encore à identifier. Chez elle, Erika regardait le jour se lever avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Aucune alerte durant la nuit, aucun message. Ce calme soudain la laissait désemparée. Elle savait que cette absence n'était pas synonyme de fin, mais plutôt d'attente. L'idée que quelqu'un, quelque part,
continuait de penser à elle, de la surveiller peut-être, ne la quittait pas. Elle se sentait vulnérable, consciente que sa tranquillité pouvait s'effondrer à tout moment. Soraya, elle, se leva tôt, incapable de rester allongée plus longtemps. La nuit avait laissé derrière elle une fatigue profonde, mais surtout une tristesse lourde. Gabriel dormait encore, tourné de l'autre côté du lit, comme s'il cherchait à s'éloigner même dans son sommeil. Soraya l'observa longuement, partagée entre l'envie de le réveiller, de parler enfin, et la peur de provoquer une nouvelle rupture. Elle comprit alors que leur problème ne se résumait pas à l'adoption. C'était une question de confiance, de fragilité acceptée ou rejetée. Gabriel se sentait atteint dans son identité, et tant qu'il refuserait de l'admettre, aucun dialogue ne serait possible. Cette prise de conscience la laissa démunie, mais aussi étrangement lucide. Elle savait désormais que l'avenir de leur couple dépendrait de leur capacité à affronter cette blessure ensemble, ou à reconnaître qu'ils n'y parviendraient pas. Dans la maison des Cévennes, Chloé et Raphaël sortirent enfin. Le sol encore boueux portait les traces de la nuit, mais rien n'indiquait clairement ce qui s'était passé. Pourtant, Chloé sentit une certitude l'envahir, ce qu'elles avaient vu ne pouvait pas être effacé par la lumière du jour. Basile, où qu'il soit à cet instant, avait franchi une ligne. Et elles aussi, malgré elles, venaient d'entrer dans une réalité beaucoup plus sombre. Le soleil perça enfin à travers les nuages, éclairant un paysage trompeusement paisible. À Sète comme dans les Cévennes, chacun reprenait lentement le fil de sa vie, marqué par les événements de la veille. Mais sous cette apparente normalité, les blessures restaient ouvertes, prêtes à se raviver. Victor avançait désormais à découvert, Barre entrait dans un combat inégal, Erika demeurait sous la menace invisible d'un admirateur obsédé, Soraya et Gabriel vacillaient au bord de la rupture, et Chloé portait en elle le poids d'une vision qu'elle n'oublierait jamais. L'épisode s'achevait sur cette certitude glaçante. L'orage était passé, mais ses conséquences, elles, ne faisaient que commencer.